Voilà. Ok. Bon. Bonjour, monsieur Raphaël Sirtoli. Bonjour. Vous avez créé Break Nutrition, qui est un site extraordinaire avec une tonne d'informations. Souvent, j'envoie des gens sur votre site, mais comme il est en anglais, ce qui fait mon affaire, parce que je le traduis, c'est bien de vous avoir avec nous aujourd'hui pour vous, premièrement, je vais vous laisser vous présenter votre parcours un petit peu. Qui êtes-vous, d'où vous sortez et comment vous en êtes arrivé sur le cétogène. Je ne vous demanderai pas votre routine au niveau athlétique, parce que là, on ira trop loin, puis vous allez décourager certaines personnes. Mais alors, d'où c'est parti pour vous cette aventure cétogène, Raphaël? Alors, merci pour l'invitation, Gilbert. Ça fait longtemps qu'on se parle sur les réseaux sociaux sur différents sujets scientifiques. Donc là, c'est sympa de pouvoir se parler de voix vive. Après, bon, on s'est pas rencontrés encore à une conférence, mais je suis sûr que ça se fera bientôt. Oui, donc moi, mon parcours dans la science a commencé avec la biologie moléculaire. J'ai fait un master où j'ai exploré cette idée que le cancer est peut-être dû non pas fondamentalement à des mutations génétiques, mais plutôt à des défauts de métabolisme qui ensuite engendrent des mutations génétiques qui caractérisent le cancer. Okay. Et ensuite, j'en suis passé un peu... j'ai pris une autre voie, je suis allé dans la neuroscience et là, je fais un doctorat où j'essaie de comprendre le comportement de rats qu'on a rendu schizophrènes, si vous voulez, ce qu'on appelle un modèle de schizophrénie, et d'essayer de comprendre les impacts métaboliques qu'ont certains antipsychotiques comme Abilify et Zyprexa, ou aripiprazole et olanzapine, les noms scientifiques. Quels sont les effets néfastes, les effets secondaires sur le métabolisme, et aussi de voir comment ça affecte leur comportement. Donc, je suis un peu dans le métabolisme, dans la neuroscience, mais après, mon grand intérêt du point de vue, on va dire, personnel, c'est vraiment la nutrition, on va dire, comment former une vue d'ensemble sur la santé qui a un sens avec la biologie évolutionnaire et qui est vraiment basée sur, on va dire, une science forte plutôt qu'une science légère d'épidémiologie comme il est assez communément fait. C'est sur laquelle d'ailleurs toute la propagande vegan, végétarienne a été faite depuis les années 1950, tout ça, avec que les gens ne réalisent pas. Ça, ce sera peut-être d'ailleurs une idée pour une deuxième interview sur tout cet historique, parce que personne ne l'a fait en français jusqu'à maintenant. D'accord. Donc ça, ce serait bien. Et si on pourrait en touche finale, comme là tu mentionnes la schizophrénie, tout ça, si on pourrait toucher en touche finale la neuroplasticité, ce serait quelque chose où j'aimerais bien savoir ce que toi tu vois dans le futur au niveau du développement du traitement des maladies psychiatriques avec des moyens plus doux, plus holistiques, plus naturels, quoi. Alors, ouais, non, j'ai beaucoup à dire là-dessus, mais on fera ça plutôt vers la fin alors. D'accord. Alors, pour en revenir, il y a une des choses qu'on a en commun, c'est un amour d'un style de vie cétogène qu'on a mis en pratique chacun dans notre vie, parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui proposent de coacher des gens en cétose. Tu le fais, je le fais, mais qui eux-mêmes ne sont pas en cétose. Ils sont, je ne sais pas trop ce qu'ils pratiquent, mais ils sont dans des approches très, on va dire, plutôt paléo. Que tu viens du paléo, moi aussi. Je ne sais pas où tu en es rendu, toi, vers le céto-carnivore. Moi, je suis rendu maintenant beaucoup dans le céto-carnivore. Et c'est là que je vois de plus en plus d'améliorations spectaculaires avec les clients. Toi, comment tu y es arrivé là, sur ce côté cétogène là, passer du paléo au céto, comment ça s'est passé pour toi? Donc moi, ça a commencé avec un journaliste scientifique qui s'appelle Gary Taubes. Et c'est une histoire assez, c'est un début d'histoire assez commun dans notre milieu. C'est un journaliste qui a eu énormément d'influence sur les discussions par rapport aux diètes, on va dire ces dernières 10, 15, peut-être même 20 ans. Et c'est quelqu'un qui a écrit un livre qui s'appelle Good Calories, Bad Calories, bonnes calories, mauvaises calories. En français, pourquoi on grossit, je crois. Pourquoi on grossit, d'accord. Et donc, ce livre, la première fois que je l'ai
Je l'ai ouverte, je l'ai reposée assez vite fait parce que c'était très dense et j'étais pas vraiment, ça m'a pas pris au trip comme on dit. Mhm. Et je l'ai rouvert un mois plus tard et là, je pouvais plus le poser et je l'ai dévoré. C'est un un très gros livre comme les gens peuvent voir s'ils l'achètent. Mhm. Et ça m'a vraiment propulsé un peu dans ce monde de la nutrition et du point de vue non seulement scientifique, je trouvais ça très intéressant d'essayer de comprendre les liens entre la nutrition et les maladies communes comme le diabète, l'obésité, la neurodégénération, toutes ces maladies modernes, on va dire, les maladies de civilisation. Mais c'est aussi tout ce qui est le côté intrigue politique, corruption, idéologie. Tout le monde est un expert sur la nutrition puisque tout le monde mange. Donc, c'est vraiment un milieu qui regroupe énormément de choses très intéressantes, mais aussi très difficiles du point de vue humain et psychologie humaine à gérer, en fait. Oui. Donc, une confluence de différentes choses qui me passionnent, en fait, dans un sujet. Et là, ça m'a amené justement à changer de trajectoire, parce que j'ai commencé avec des études de business en fait, Mhm. de commerce. Et après avoir lu ce livre, je me suis lancé donc dans mon master, mon doctorat et à ouvrir ma boîte Nutrita où on fait une app et on essaie de regrouper un peu toute mon approche à la nutrition et à la santé dans des conseils assez simples. Oui. Et donc L'application, l'acéto en fait une grosse partie. excuse-moi, l'application Nutrita, elle fonctionne sur Android et Apple, sur les deux plateformes? Alors, pour le moment, c'est une web app, donc c'est une interface dans notre site, nutrita.app, Mhm. mais d'ici peu, on aura l'application en mobile sur Android et iOS. Mais pour le moment, c'est juste, on s'inscrit sur le site et on l'utilise là. Oui, parce que j'en ai vu, c'est vraiment des applications les plus pointues, quel que soit le type d'alimentation que les gens peuvent avoir. Voilà, donc nous, on encourage la cétose pour les gens dans l'application, mais ils peuvent aussi manger un taux de carbohydrates plus élevé, un taux de glucides plus élevé qui va les sortir d'une cétose classique. Mhm. Euh, donc, il y a une variation qui est disponible, enfin une certaine quantité de glucides et de protéines que les gens peuvent modifier selon leurs préférences et selon leur but. Mais ce qu'on suggère aux gens, enfin ce qu'on suggère fortement même, c'est d'éviter les sucres, les farines et ces huiles végétales maudites qui nous envahissent depuis quelques décennies maintenant. Sur ces huiles végétales, ces huiles qui sont issues de graines, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, vraiment nous définir ça? Parce qu'il y a peu de gens qui en parlent dans le monde francophone. Bon, probablement parce qu'il y a des producteurs de colza en France et tout ça, et d'huile de graines, et qu'on a travaillé à la mise en marché de ces huiles végétales haut de gamme, Mhm. bio et tout. Mais cependant, maintenant, on s'aperçoit qu'elles sont problématiques dans notre assiette, quoi, dans notre alimentation. Donc, sur les Mhm. huiles végétales, où en est-ce qu'on en est rendu maintenant dans les connaissances sur les effets délétères des acides gras polyinsaturés? Mhm. Et quels sont Alors, ces... Oui. les huiles végétales, c'est vraiment, on va dire, l'histoire qui n'est pas assez connue au grand public. Tout le monde, enfin, quand je dis tout le monde, j'exagère un peu, mais une grande partie de la population est quand même au courant euh, du fait que le sucre n'est pas vraiment une bonne partie de notre alimentation. Ça ne représente pas le meilleur de notre alimentation, certainement. Mais les huiles végétales, je pense que déjà le nom, il fait beaucoup en soi, parce qu'il y a le mot végétal, donc ça, on a des idées de vertu et de couleur verte, et c'est le contraire du rouge, de l'interdit de la viande, donc forcément, ben ça a l'air bien. Mais si on essaie d'être un peu plus scientifique dans notre approche à la compréhension des huiles végétales, on se rend compte que, alors les huiles dont toi et moi, Gilbert, on parle, c'est spécifiquement des huiles issues de procédés industriels qui n'existent que depuis un peu plus d'une centaine d'années peut-être maintenant. Exactement. Et c'est vraiment l'extraction de gras qui provient de graines comme le blé, le tournesol, le soja, le maïs. Ces huiles-là qui sont vraiment, on n'aurait jamais pu les obtenir avant cette mécanique relativement moderne en Mhm. termes de centaines d'années. Et donc, c'est une consommation d'huile ça existait déjà dans le passé, parce que c'est vrai que les humains ont consommé des graines et des huiles polyinsaturées, mais pas dans de telles quantités. C'est dans des quantités de micronutriments Oui. plutôt que macronutriments.
Et je pense que là, la grande différence, c'est qu'on a eu cette habitude récente de cuisiner avec ces huiles. C'est des huiles très fragiles qui sont pas saturées et qui donc, leur fragilité est du fait qu'elles sont un peu pliées, si on les visualise. Ce n'est pas cette chose qui est parfaitement droite et stable, mais c'est quelque chose qui est un peu qui est tordu. En anglais, on dit un kink in the chain. Et c'est cette instabilité qui fait que quand on la chauffe à haute température, ou même à une température de cuisson normale, on va dire, ça cause une oxydation. Et ça, c'est quand même, si vous voulez, quelque chose que le corps doit gérer. Et ça a un coût sur notre métabolisme, sur nos marqueurs inflammatoires et même sur la signalisation d'insuline au niveau du tissu adipeux qui a d'énormes conséquences pour les taux d'obésité qu'on voit en France et autre part dans le monde maintenant. Donc, ces huiles-là ont une capacité à inflammer et à sensibiliser notre tissu adipeux à l'hormone de l'insuline. Et si l'hormone de l'insuline peut agir sur ce tissu adipeux sans restreinte, il n'y a pas de résistance à l'insuline à ce niveau-là, eh ben, la cellule adipeuse peut grossir. Donc, voilà. Dans les huiles de graines, on inclut aussi l'huile de colza, les huiles de cartame, l'huile de lin aussi dont on parle souvent. Moi, les absolument. gens, quand on parle de l'huile de lin, je leur dis, écoutez, traditionnellement, moi, l'huile de lin, j'en mettais sur mon plancher, sur le bois. Exactement ça. Un des aspects, c'est que tu pourrais toucher, parce que là, tu parlais de la cuisson, mais quand on les consomme à froid, ces huiles qui sont riches en acides gras polyinsaturés, qu'est-ce qui peut se passer au niveau des membranes cellulaires, au niveau de la peroxydation de ces huiles? Alors, c'est une très bonne question parce que ça soulève une distinction qui est importante. Si vous regardez du beurre ou de l'huile de noix de coco, qui est techniquement végétale, mais qui ne rentre pas dans ces huiles végétales dont on parle, ou même l'huile d'avocat, certains pourraient argumenter. Voilà, exactement. Ça, c'est des huiles qui, à température ambiante, forment quelque chose qui est assez dur. C'est pas justement une huile, c'est plutôt un gras qu'on peut sentir dans nos doigts, et c'est vraiment quelque chose qui a une solidité quand même à la température ambiante. Alors, c'est vrai que quand on fait de la cuisson, donc il y a ces problèmes d'oxydation, parce que ces huiles sont extrêmement oxydées, mais l'oxydation se produit aussi quand ces huiles, on les consomme à froid et qu'elles sont ensuite métabolisées par notre corps. Donc, le processus absolument normal crée un certain niveau d'oxydation dans ces huiles. Et cette oxydation, on peut la gérer, si vous voulez, à un niveau qui est relativement bas, mais on n'arrive plus à avoir des réponses hormonaux et métaboliques qui rentrent dans la norme quand on les consomme en grande quantité, même à froid, parce qu'elles ont ces effets sur le tissu adipeux, sur les marqueurs inflammatoires et autres choses négatives. Parce que ces huiles polyinsaturées, on en retrouve aussi dans les gras animaux, mais dans des proportions que notre corps peut gérer. C'est vrai. C'est vraiment dans la différence de leur présence maximale dans ces huiles végétales qui devient embêtante au niveau des membranes lipidiques à lesquelles ces gras polyinsaturés amènent quand même la flexibilité. Comment est-ce que cette surreprésentation en rapport avec les autres peut amener une plus grande facilité au niveau cellulaire, si tu pourrais nous… Oui, donc ces gras, non seulement sont utilisés comme matériaux de construction des cellules et donc de leurs membranes, ce qui est l'équivalent d'un mur, peut-être d'un bâtiment, mais elles ont aussi des rôles de signalisation sur comment la construction va se passer, quel ratio de molécules plus insaturées ou plus saturées vont être inclus dans la membrane de la cellule. Et ça a d'énormes conséquences sur le comportement des cellules. Est-ce que ça sur le processus inflammatoire au niveau cellulaire? Alors certainement, parce que c'est une molécule, donc souvent c'est les PUFAs en anglais, c'est gras polyinsaturés. Les PUFAs sont essentiellement très très prône à une oxydation qui va générer un produit qui s'appelle 4-HNE. 4-HNE, c'est ce qui se produit quand on fume des cigarettes
Et c'est le 4-HNE qui est le produit qui cause une grande partie des dégâts des cigarettes. Et donc, quand on vient comprendre que le résultat final n'est pas très différent entre une grande consommation d'huile végétale de ce type-là et les cigarettes, ça remet les choses en perspective. Et pour en revenir aux membranes cellulaires, ça n'affecte non seulement la membrane de la cellule, mais aussi des petits organelles qu'il y a dans la cellule qu'on appelle les mitochondries. Oui. Et ces mitochondries ont des membranes cellulaires qui contient aussi de la cardiolipine. Et la cardiolipine est très fragile. Et la consommation des huiles végétales endommage très probablement le cardiolipine. Et ça a une énorme... ça augmente le risque que la mitochondrie va prendre un comportement qu'on appelle... alors, tu m'aideras avec le mot en français. En anglais, c'est atavistic, qui veut dire archaïque. Alors, je ne sais pas s'il y a un meilleur terme pour ça, mais la mitochondrie commence à se comporter comme une forme de vie archaïque et commence à fermenter, primitive. Voilà. Et c'est à ce moment-là où on voit la cellule se transformer dans une tumeur ou même un cancer. Et donc, les huiles végétales, probablement en agissant sur la cardiolipine en partie, vraiment peuvent promouvoir le cancer. Ça, je pense qu'il y a un cas qui peut se faire assez fort en partant des études in vitro, donc on fait dans un petit conteneur pour des cellules, dans des souris, dans des rats et dans des humains. On voit ces effets d'inclusion cet effet sur les membranes cellulaires et des mitochondries. Moi, je vois avec les gens qui ont fait des modifications justement à leur consommation d'huile, souvent après 1 an, 2 ans, au-delà de 2 ans où ils sont revenus vers les gras saturés et aussi l'huile d'olive. Donc, on parle de beurre, l'huile de coco, l'huile d'olive principalement. Au bout de 2 ans, on voit des diminutions drastiques des phénomènes inflammatoires, particulièrement articulaires. Et ça, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que là, tu nous amènes vers les mécanismes. Et ça, il y a peu de médecins, il y a peu de scientifiques en France qui en parlent. Je crois que ce que tu soulignes là est extrêmement important, de souligner les dangers que depuis 2-3 ans, on parle dans le monde anglo-saxon, mais virtuellement pas dans le monde francophone. Alors ça, oui, et c'est dommage parce que dans la culture française, on a une très belle tradition dans la cuisine, vraiment, d'utiliser des gras comme le beurre, qui sont vraiment riches et qui donnent un très bon goût à toutes ces recettes fantastiques. Et je pense que c'est aussi quelque chose qu'il faut reprendre du point de vue du goût, parce que ces huiles, je pense qu'honnêtement, elles n'ont pas très bon goût. Elles sont très neutres, donc ça a son utilité, mais il y a un choix beaucoup plus intéressant du point de vue santé, du point de vue culinaire, qui est dans les gras plutôt saturés. Okay. Mais on va revenir aux gras saturés un peu plus tard. J'aimerais t'amener, je ne sais pas si tu as été un ancien végétarien, moi je l'ai été, et pendant longtemps, j'ai évité la viande rouge. Et je crois que ça m'a coûté cher au niveau de ma santé. Et souvent, des trucs qu'on entend encore, c'est que la viande rouge, ça génère le cancer du côlon en particulier. Des études qui ont été démontées, mais souvent, presque quotidiennement, on se fait resservir ça en français, même par des gens qui donnent des cours de micronutrition, ou des phytothérapeutes, ou des naturopathes, ou même des médecins en général. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur les protéines animales et leurs bienfaits sur l'homme? Qu'est-ce que l'homme a besoin au niveau essentiel, au niveau lipides, protéines, hydrates de carbone? Où tu peux nous amener là-dessus? D'accord. Donc donc je vois un peu, on va dire, 2 questions. Donc, quels sont les effets spécifiquement du point de vue cancer et du cancer du côlon? Et ensuite, quel est le rôle de la protéine animale dans la diète humaine plus généralement? Qu'est-ce qu'elle nous apporte et pourquoi est-elle si importante selon moi et selon d'autres personnes qui sont dans la recherche? Oui, et aussi pour les femmes, parce que souvent les femmes, quand on s'aperçoit qu'on commence à travailler avec, c'est qu'elles sont sous-protéinées en dénutrition depuis le début de l'adolescence, sinon pas avant. Oui. Donc, la viande animale, et plus spécifiquement la viande rouge, contient énormément de micronutrition.
Donc, il y a énormément de micronutriments, donc que ce soit des minéraux ou des vitamines. Et c'est une nutrition qu'on appelle complète. Alors, il y a différentes manières d'utiliser ce mot. Des fois, on utilise ce mot pour dire que c'est une protéine de haute qualité qui a un profil d'acide aminé complet et les ratios sont bons. Et la source, donc la viande elle-même, permet au système digestif humain d'absorber cette micronutrition avec une très bonne efficacité, ce qui n'est pas le cas avec plein d'aliments végétaux. Et donc le terme complet peut vraiment être bien appliqué à la viande et à différents produits provenant des animaux parce qu'ils ont tendance à représenter les oméga 3, les vitamines et les minéraux qu'on peut lister comme étant essentiels pour les humains. Alors, il y a certaines vitamines qui sont, on va dire, au centre d'énormément de discussions, comme la vitamine C, parce qu'il y a peu de vitamine C dans la viande. Généralement, donc la viande on va dire, un steak haché classique qu'on pourrait trouver à Carrefour ou quoi que ce soit, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de vitamine C dedans. Alors, il n'y en a probablement pas zéro, mais il y en a probablement pas plus que 10 grammes par 100 grammes d'aliments. Donc, c'est vrai qu'il y en a peu. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que si on mange une diète qui est, on va dire, pour prendre le cas le plus clair, composée totalement d'animaux, en fait, on voit qu'on a différents choix qui nous sont donnés du point de vue des coupes de viande qu'on peut avoir. On peut avoir des steaks, on peut avoir du foie, on peut avoir des rognons, on peut manger même de la cervelle, on peut manger des œufs, du saumon. Il y a plein de choix différents. Et je pense que cette gamme de choix va pouvoir amener suffisamment de micronutrition pour une alimentation complète. Est-ce qu'elle est optimale? On ne sait pas, mais elle est certainement complète, vu que quand on privilégie les animaux de cette manière, on réduit notre consommation de glucides ou nos carbohydrates. En réduisant notre consommation de carbohydrates, on change ce qu'on appelle le redox state des cellules. Le redox state, c'est essentiellement l'état de charge de la batterie cellulaire. Et cet état de charge, quand on élimine essentiellement les carbohydrates, on augmente temporairement, initialement quand on s'adapte à cette nouvelle diète, un stress oxydatif au niveau cellulaire. Donc c'est comme le tuyau d'échappement d'une voiture, on accélère plus, il y a plus de pollution qui en sort. Notre corps s'adapte après quelques jours, quelques semaines, ça dépend du niveau d'adaptation dont on parle, et on va augmenter les enzymes comme, les antioxydants comme le glutathione. Et le glutathione va reprendre une partie de ce rôle de protecteur et va ensuite pouvoir subvenir à ce manque d'activité de la vitamine C. Du moins, ça, c'est le mécanisme qu'on a identifié comme potentiellement pouvait expliquer pourquoi des personnes qui mangent une diète carnivore, pour prendre l'exemple extrême de la consommation de viande animale, pourquoi peuvent-ils ne pas développer scurvy Comment c'est en français, scurvy? Je me souviens plus. Une déficience de vitamine C. J'essaie de revenir, mais bon, c'est la maladie. Ça me vient pas là non plus. On perd les dents et tout. Voilà, exactement. La maladie des gens qui partaient en pleine mer pendant des semaines à la fois n'avaient pas accès à de la viande ou à des fruits. Ça, c'est nos faiblesses d'anglophones. Voilà. Ou en anglais. Mais bon, voilà. Donc sur le scurvy et aussi en général, des gens qui sont sur des diètes principalement carnivores, on s'aperçoit qu'ils n'ont pas de carence de micronutriments, de vitamines au niveau sanguin. Il y a aussi, si tu pourrais juste toucher le fait que le glucose et la vitamine C peuvent être en compétition sur les mêmes récepteurs. Donc, avec une baisse. Voilà, donc. Je te laisse. Oui, voilà, non, tu as raison. C'est important de préciser que dans notre intestin, le glucose qu'on vient de manger et la vitamine C qu'on vient de manger, par exemple, si on a mangé un fruit, va être absorbé par les mêmes récepteurs. Alors, on sait qu'il y a une compétition, c'est-à-dire le plus de sucre qu'il y aura moins de possibilités pour la vitamine C d'être absorbée et vice-versa.
Donc, on sait que c'est le cas. Par contre, on a du mal à définir si dans les quantités dont on mange, par exemple, des fruits ou des légumes qui contiendront une bonne quantité de vitamine C, est-ce que ce glucose-là est problématique ou est-ce que c'est, on va dire, un profil que notre corps peut, peut absorber normalement? Je pense que c'est le cas qu'il peut l'absorber normalement, mais c'est vrai que ça devient intéressant quand on va dans les extrêmes de la nutrition comme les diètes carnivores. Ça n'est pas étudié encore. On ne sait pas quelle capacité on retient à l'absorption de vitamine C sur une diète carnivore, par exemple, à quelqu'un qui est sur une diète, on va dire, classique, où il y aura un peu plus de vitamine C au jour le jour. On ne sait pas, mais en tout cas, c'est une bonne voie de recherche à entreprendre parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui trouvent des bénéfices en éliminant le taux de carbohydrates dans leur diète, enfin en réduisant ou en éliminant les carbohydrates dans leur diète, en privilégiant la viande animale, qui est après tout l'élément, enfin la chose dont on a plus consommé pendant notre évolution. Je pense que la viande animale, les organes de différents animaux, c'est absolument essentiel à notre évolution humaine ces dernières 200 000 années, 250 000 années, 300 000 années. Et là, ça nous réfère aussi sur les travaux de Mickey Vendor, qui, j'espère, on pourra avoir ses études publiées en français, ce serait chouette. On va en publier une bientôt, donc il faudra lui demander si on peut la publier en français aussi par la suite. Ce serait chouette, ça. Au niveau, un des grands mythes, avant qu'on aille vers les gras saturés, tout ça, un des grands mythes qui revient dans le monde de l'acéto francophone, la plupart des gens ne sont pas encore à avoir franchi ça, c'est que la consommation de viande, de protéines engendre une néoglycogenèse. Rapidement, ils disent ça. Et on s'aperçoit, ben non, si on écoute comme le professeur Ben Dickman, il corrige ce tir. Est-ce que tu pourrais corriger ce tir en français, s'il te plaît, au niveau du rôle de la néoglucogenèse en fonction des protéines, ricochet sur l'insuline, mTOR et tout. Si tu peux élaborer dans ce sens-là. Donc, l'idée, si vous voulez, qui est communément acceptée dans le milieu des gens qui font des diètes cétogènes, c'est que la protéine, elle a une capacité à augmenter l'insuline et à augmenter les sucres dans le sang. Et conséquemment, c'est pas pour ça qu'on fait une diète cétogène. On fait une diète cétogène souvent pour améliorer, donc baisser nos taux de sucre et nos taux d'insuline. Donc, la protéine était un peu à modérer ou même à éviter. Alors, je pense pas que cette manière de penser est juste. Je pense qu'il y a un petit centre de vérité là-dedans qui est très intéressant du point de vue physiologie à comprendre. Mais dans l'absolu, ce qu'on a besoin de savoir, c'est que la protéine stimule l'insuline. C'est certain et c'est important parce qu'on a besoin de cette insuline pour absorber les acides aminés qu'on a digérés, qui sont maintenant dans notre sang et on doit les transporter dans nos cellules pour les utiliser. Donc l'insuline, voilà, exactement. Donc les acides aminés de la protéine sont absorbés grâce à l'insuline en grande partie, c'est très important. Mais c'est pas la seule chose qui se passe. Il y a aussi la réponse de l'autre hormone, le glucagon, qui contrôle, si vous voulez, le taux de sucre dans le sang. C'est pas vraiment l'insuline qui contrôle le taux de sucre dans le sang, malgré ce qu'on peut nous dire ou ce que certains endocrinos qui traitent des diabètes de type 1 pourront vous dire. Certainement, l'insuline influe le niveau de sucre dans le sang, c'est certain. Mais au jour le jour, quand on mange, ce qui va vraiment réguler le taux, c'est le glucagon. L'insuline est là principalement pour réguler tous les processus de construction cellulaire, d'absorption d'acides aminés, et il y a plein d'autres processus que le contrôle du sucre dans le sang. Donc, notre foie va augmenter la production de sucre en fonction des signaux qui viennent des tissus adipeux. Alors, les tissus adipeux, à quoi répondent-ils? Ils répondent à ce qui s'est passé dans notre ventre. Spécifiquement des molécules qui s'appellent les incretins. Les incretins, c'est GLP-1, GIP. Pour faire simple, on va s'arrêter à deux. Et ça, c'est essentiellement la boucle
qu'il y a dans notre corps pour réguler le taux de sucre dans notre sang. La protéine ne dérègle pas les taux de sucre dans le sang. Ce que la protéine fait, c'est qu'elle peut être utilisée pour la création de glucose. Donc, on peut voir où ça nous mène. Ah ben, si on donne plus de matière pour créer du glucose, ben, on va avoir plus de glucose dans le sang. Ben, c'est pas le cas. C'est pas aussi simple que ça. Et moi, je le vois avec Voilà. certains de mes clients qui sont des diabétiques de type 1, qui sont maintenant en céto-carnivore et qui voient très bien le minimum d'impact que la protéine va avoir sur leur taux de glucose et sur leur glycémie, Ouais. tout en arrivant en travaillant avec le jeûne intermittent. Donc, juste pour finir sur le mécanisme, pour donner une idée aux gens un peu plus simple, si on mange par exemple un steak qui contient 100 grammes de protéines, alors c'est un énorme steak, hein, parce que 100 grammes de protéines, c'est un steak de plusieurs centaines et centaines de grammes. Environ 450 grammes minimum. Voilà. Donc, oui, voilà. Et donc, si on absorbe 100 grammes de protéines dans notre repas, provenant de viande rouge, il y en a à peu près la moitié qui va être utilisée dans la création de nouveaux sucres. Mais cette création de nouveaux sucres, la néoglucogénèse, elle commence pas soudainement quand on mange de la protéine. Elle est tout le temps en route. Donc, on est en train d'approvisionner un système qui roule normalement et on a une énorme capacité à gérer ces acides aminés qui rentrent quand on mange de la protéine, sans que ça crée des énormes pics dans notre sang par rapport au taux de sucre, sans que ça reste élevé pendant des heures. Ça, on l'a mesuré chez plein d'humains, plein de gens qui font des diètes cétogènes comme moi, comme toi. On l'a mesuré après des repas. Il n'y a pas besoin de prendre les gens sur parole ou quoi. On peut le vérifier. C'est de la biologie connue. Mais malgré tout, il y a quand même plein de personnes qui ont peur de manger de la protéine par rapport à ce que ça... Alors, il faut comprendre que c'est vrai que si je me force à manger beaucoup de protéines, je me force à manger énormément de poulet, par exemple, au lieu de manger quelque chose qui est assez gras. C'est vrai que après un moment, mes cétones, donc je ne parle pas de sucre dans le sang, mais mes cétones vont descendre un peu. Oui. Mais ça ne veut pas dire que mon sucre automatiquement va être élevé ou va être dans un taux qui est mauvais pour la santé. Donc ça, c'est important de le savoir. Cétonique par le foie qui diminue un petit peu là. Voilà. Ouais. Et c'est une réponse physiologique. La personne sera quand même dans une diète cétogène si elle mange pas chaque 2 heures, si elle mange selon son appétit et mange des viandes de haute qualité, de la protéine de haute qualité, il n'y a pas de souci, on sera en cétose si nos glucides sont bas. C'est pas la consommation de plus de protéines qu'on devrait peut-être qui va sortir les gens de cétose. Comme souvent, les gens, on les amène à croire ça. Quoi. Ah, mais si je mange de protéines, je vais sortir de cétose. Mais non. Et ça, ça a beaucoup plus à voir avec la consommation de glucides et ensuite la consommation aussi de lipides, donc de gras saturés ou de gras animaux. Quoi. Donc, on revient sur le beurre. Au niveau de l'importance de la normalisation de l'insuline, de garder l'insuline basse avec l'alimentation cétogène, quels sont les avantages que ça nous apporte? Alors, garder l'insuline au plus bas ou au plus bas dans le sens qu'on a des réponses physiologiques qui nous permettent de mettre du muscle, d'avoir de l'énergie, d'être de bonne humeur, d'avoir une bonne mémoire. Donc, l'insuline contribue dans son rôle à tous ces processus. Donc, il faut avoir une bonne action d'insuline. Mais généralement, c'est quelque chose de très puissant qu'on veut utiliser de manière efficace. On ne veut pas en gaspiller, donc on veut en produire le minimum et avoir une très bonne sensibilité à son action, essentiellement. Et de la garder bas, ça nous amène à plus de longévité. Pour faire court, il y a de très bonnes chances qu'on voit chez les humains ce qu'on a vu dans différents modèles d'animaux, que ce soit les orang-outans, que ce soit les souris, les rats, les chiens. Enfin, il y en a eu des expériences et on voit que garder l'insuline basse, c'est essentiel à la longévité. Maintenant, souvent les gens ils disent bon, actuellement, je trouve qu'il n'y a pas assez de gens en français qui parlent du rôle anabolique du bêta-hydroxybutyrate.
Si tu pourrais Mhm. élaborer un peu là-dessus au niveau des corps cétoniques qui ont aussi un rôle, on s'aperçoit qu'ils ont une Mhm. fonction anabolique, ils ont des gens même qui s'entraînent très peu, maintiennent quand même une masse musculaire, tout en Voilà. ayant maintenant une insuline basse, qui normalement, ce serait la base Mhm. d'augmenter pour produire les tissus. Est-ce que tu pourrais élaborer un peu sur le bêta-hydroxybutyrate? Voilà. Donc, le BHB ou le bêta-hydroxybutyrate, c'est le corps cétonique principal qui est mesuré dans le sang quand un diabétique ou quand un sportif, par exemple, se pique le doigt pour mesurer son taux de BHB. Cette molécule, elle est très intéressante parce qu'elle règle l'expression génétique au niveau cellulaire directement. Donc, elle a un effet assez important par rapport à comment elle peut dérouler l'ADN et inhiber ou augmenter l'expression de certaines enzymes dans le corps. Mhm. Donc, c'est vrai qu'elle est très intéressante de ce côté-là. Elle a des effets anti-inflammatoires. Enfin, il y a une longue liste de choses dont on pourrait discuter. Alors, toi, tu as parlé du rôle anabolique Oui. du BHB. Et je pense que pour être plus précis, je dirais que c'est anticatabolique. Alors, c'est un peu pointilleux, mais Mhm. c'est une distinction qui aide à comprendre le fait que les actions du BHB dont tu parles, la préservation de la masse musculaire, elle est super, super importante. Et on voit ça dans des gens qui n'arrivent pas à consommer assez de nourriture ou qui ne consomment pas de nourriture parce qu'ils font un jeûne ou dans le cas de quelqu'un qui a un cancer, n'arrive pas à manger et donc est en état hypocalorique, ils vont produire des cétones. Mhm. Et ces cétones vont permettre de bloquer l'effet catabolique d'une baisse d'énergie due à un manque de nutrition. Donc, elles sont vraiment, vraiment très importantes pour les gens qui souffrent de cancer, qui n'arrivent pas à manger correctement. C'est très important pour les gens qui font un jeûne thérapeutique, peut-être de 1, 2, 3 jours, et veulent maintenir leur masse musculaire. C'est une molécule qui a des rôles qui nous amènent même aux enfants de quelques mois, aux nourrissons. Mhm. Et ces cétones-là ont un effet anabolique dans ce cas. Donc, dans ce cas-ci, tu as raison, je dirais anabolique est plus juste au niveau du cerveau, c'est-à-dire qu'elles vont être utilisées pour produire du cholestérol qui va être incorporé dans les membranes cellulaires du cerveau et permettre aux nourrissons de grandir. Donc, ces cétones, on les retrouve au niveau anticatabolique ou anabolique de quand on est nourrisson ou à quand on est adulte. Et c'est vraiment dommage pour les gens de ne jamais être dans cet état métabolique. Il faudrait au moins y être de temps en temps. Souvent, on parle de cancer, on parle de mTOR, et des gens vont dire ah mais la viande ça va stimuler mTOR, et maintenant ce qu'on entend de plus en plus dans le discours scientifique, ben non, ce qui va stimuler le plus mTOR, ça va être l'insuline. Et là, dans un cas où il y a des cancers, les gens peuvent baisser l'insuline avec le régime cétogène et avec le jeûne, et en même temps protéger une partie de leur masse musculaire ou de leur tissu sous l'action du BHB, quoi. Donc, Mm-hmm. là-dessus, quand on bouge sur l'importance des protéines, qu'est-ce qu'on va chercher maintenant au niveau des acides gras? Mm-hmm. Comment tu amènes les acides gras dans parce que la consommation de lipides est essentielle. Mm-hmm. On ne va pas élaborer sur les glucides parce que les gens qui vont nous écouter ont déjà probablement fait ce travail sur eux-mêmes. On Mm-hmm. lit des choses par rapport aux glucides comme ils ne sont pas essentiels. Comment est-ce que la qualité des lipides nous ramène dans notre alimentation au niveau, on va rentrer un peu plus tard dans la neuroplasticité, mais sur la reconstruction du système nerveux, de nos membranes lipidiques en particulier, Mm-hmm. parce que les lipides rentrent, les gens pensent beaucoup que le squelette, c'est que les minéraux. Ben non, c'est de la protéine, ce sont des lipides. Si tu pourrais aller à C'est ça. partir du squelette et nous ramener sur les muscles ensuite, sur les différents tissus. Et si tu Mm-hmm. pourrais toucher le collagène, ce serait chouette aussi. Oui, donc les lipides ont des rôles à tout niveau, comme tu dis. Donc, c'est non seulement des molécules qui ont un rôle structurel, comme on a déjà touché à ça tout à l'heure en parlant des effets des huiles végétales, enfin les effets néfastes des huiles végétales, notamment au niveau cellulaire.
Mais il y a aussi donc la question, ben, alors qu'est-ce qu'on mange? Si on a bien mangé quelque chose, si on va éviter ces huiles végétales, et qu'est-ce qu'on mange et comment est-ce que ça devrait nous aider pour maintenir une bonne santé, une bonne physiologie? Alors, je pense que ce qui est peut-être surprenant aux gens, c'est que je leur suggérerais de ne pas avoir peur des gras saturés, puisque ces gras saturés sont parfaitement conformes à ce que notre corps a besoin pour faire ses processus de métabolisme de base. C'est un gras qui n'est pas très prône à l'oxydation, c'est important comme source majeure de calories, et c'est aussi un gras qui va pouvoir signaler aux différents tissus de manière correcte. Alors, je vais vous donner un exemple. Si on mange trop de sucre, on va créer plus d'un certain type de gras, le palmitoylate, dans notre sang. Et c'est un gras qu'on crée nous-mêmes. C'est pas un gras qu'on a ingéré. On a ingéré trop de sucre et on va commencer à créer trop de palmitate, excusez-moi. Et donc, c'est un gras saturé, mais qu'on a créé. Ça, c'est vrai que c'est pas une bonne chose. Par contre, si on mange pas beaucoup de sucre, mais on mange plutôt une diète très grasse avec beaucoup de gras saturés comme la crème fraîche, du beurre, des steaks, enfin, toutes les choses que tout le monde connaît, ben là, on va baisser le taux de palmitate qu'on a dans le sang, le taux de ce gras saturé que quand on produit nous-mêmes, on ne veut pas le voir en grande quantité dans notre sang. Mais quand on le mange, ben ça baisse cette quantité de palmitate dans le sang. Donc la provenance des gras saturés est importante. Ceux qu'on mange dans notre diète sont très sains et si notre diète est mauvaise, ceux qu'on va produire nous-mêmes sont néfastes. Donc, c'est une petite nuance qui peuvent peut-être aider les gens à comprendre pourquoi, des fois, dans les journaux, on voit des titres qui disent que les gras saturés provenant des animaux sont mauvais. C'est souvent parce qu'on ne donne pas le contexte à la provenance de ces gras et quel est le but de l'étude, qu'est-ce qu'elle essaie de démontrer. Mais juste pour faire au plus simple, dans votre diète, n'ayez pas peur des gras saturés. Il faut simplement éviter les huiles végétales. À travers l'utilisation de l'application Nutria que vous avez développée, il y a quelque chose, moi, qui revient souvent, surtout avec les dames, qui se sont mis sur un régime cétogène et qui nous disent « Ah, mais j'ai grossi avec un régime cétogène parce que justement, elles vont manger jusqu'à 70-80% de lipides, sans comprendre la partie qui vient du corps, normalement. Est-ce que tu pourrais élaborer là-dessus comment le gras est un levier Voilà. De la même façon qu'on peut maigrir avec le régime cétogène, on peut aussi grossir avec le régime Oui, cétogène. Comment l'application Nutria peut nous aider les gens à gérer ça? Il y a toujours la possibilité de grossir sur n'importe quelle diète si on s'y prend mal, si on a des problèmes hormonaux, si on est sur certains médicaments, si on ne mange pas assez de protéines ou même si on n'arrive pas à manger à notre faim pour des raisons que je vais expliquer. Donc, il y a différentes raisons pourquoi le régime cétogène n'est pas une cure miracle, mais un très bon régime alimentaire que les gens peuvent essayer ou pas. Alors, pour ce qui est donc de ce problème qui touche souvent des femmes d'un certain âge, qui sont peut-être déjà en ménopause, donc ça peut affecter des hommes plus jeunes, des femmes plus jeunes, mais aussi particulièrement les femmes en ménopause, c'est qu'on est sur ce régime cétogène, ça se passe bien, peut-être qu'on perd quelques kilos, mais à un moment, on va plus arriver à perdre, ou on va même reprendre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a une chose à considérer, c'est les huiles végétales. On vient d'en parler assez longuement. Souvent, on dit, pourtant, j'ai baissé le sucre dans le sang, je mange à ma faim, mais bon, j'arrive plus à perdre. C'est vrai que les huiles végétales peuvent sensibiliser notre tissu adipeux à n'importe quelle source de calories. Donc, peu importe si on est sur un régime cétogène ou pas. Donc, ça, c'est un problème. Disons que ce n'est pas le problème et qu'on mange vraiment essentiellement un peu de légumes, quelques noix, un peu de chocolat noir à 90 ou 100%, un peu de fromage et de lait, du poisson, de la viande, enfin des choses simples, des choses saines, mais on n'arrive toujours pas à perdre. Alors, une des choses qui vaut le coup d'essayer, c'est de augmenter la quantité de protéines en remplaçant un peu de la quantité de gras. Alors, cette approche a souvent un bon niveau de succès quand même parce que les gens
sentent que cette protéine les empêche de continuer à manger même quand ils ont plus faim. Vous savez, on a toujours la place pour le dessert, mais si notre dessert c'est juste plus de viande, à un moment on en a marre, on arrête de manger. Et c'est vrai que la protéine est responsable pour une grande partie de cet effet. Je dirais que c'est... Ouais, oui, allez, vas-y. Là, tu ramènes en fin de compte le phénomène de satiété qu'on a avec la protéine et qu'on a aussi avec les lipides. Donc, alors, ce qui est souvent, moi, ce que j'ai vu, c'est des gens que par peur des protéines mangeaient une petite portion de viande ou de poisson avec du gras qu'ils mettaient par-dessus, mais par derrière, ils mettaient en dessert un super petit gâteau cétogène, qui en fait compte qui est bourré de gras, quoi. Et là, ils ne comprennent pas pourquoi ils grossissent. Ben oui, vous prenez un surplus calorique, quel que soit les glucides ou du gras, si votre métabolisme n'est pas assez rapide et que vous allez au-delà de votre niveau d'activité, ben votre corps va stocker. Il est fait pour ça. Il est fait pour survivre. Donc, voilà, donc c'est vrai que... Ouais. Au niveau de l'application, comment les gens peuvent utiliser votre application pour les aider à gérer ça? Voilà, donc je vais en venir à comment l'application spécifiquement peut aider. Donc comme je disais, on peut essayer d'augmenter la protéine pour remplacer un peu de ce gras, pour voir si ça nous remplit plus, si nos hormones, peut-être qu'on aura quand même du mal à mesurer avec un labo, mais si notre profil hormonal s'améliore et nous permet, par exemple, si on produit trop d'estrogène, on va stocker beaucoup de gras, par exemple, sur les cuisses, sur les jambes. Et c'est vrai que si on arrive à faire ce changement et que l'estrogène descend un peu, on va pouvoir perdre un peu plus de gras plus facilement. C'est vrai, par contre, qu'il y a certaines personnes pour qui ça ne marche pas, d'augmenter la protéine et de remplacer ça avec un peu de gras. Et ce qui semble marcher, c'est décroître le taux protéique et augmenter les gras, ce qui est totalement paradoxal à ce qu'on vient de dire. Ça, c'est le cas, par exemple, de Amber, qui est une dame qui mange une diète carnivore et qui est très connue dans ce milieu-là. C'est le cas de son ami Shoban, qui arrive à avoir plus de perte de masse grasse en gardant le gras vers 80% et la protéine vers à peu près 20% de leurs calories et de manger à leur faim. Et c'est rigolo parce que, alors moi, je mange pas de cette manière-là pour perdre du poids, mais je remarque que si je mange un taux de protéines trop élevé ou un taux de gras trop élevé, je ne vais pas pouvoir manger autant que je voudrais pour soutenir mon niveau d'activité. Donc c'est vrai que dans ma propre expérience, je vois le deux côtés de ces choses-là. J'ai besoin de manger assez de protéines pour donner quelque chose de substance et assez de gras pour me donner ce goût et ces calories pour vraiment soutenir mon activité physique. Donc je comprends très bien les gens qui me disent moi, dans mon expérience, j'ai juste mangé plus de protéines, j'ai arrêté d'ajouter de la crème fraîche, j'ai commencé à perdre à nouveau. J'ai aucun problème à les croire. Mais c'est le cas pour les autres personnes aussi qui me disent j'ai arrêté les poitrines de poulet et les choses comme ça et j'ai commencé à manger plein de viande rouge avec de la crème dessus et j'ai commencé à perdre. Donc je pense que c'est vraiment une question très intéressante. Je pense quand même que peut-être, allez, je vais donner un chiffre, peut-être 60% des gens répondent mieux en augmentant les protéines. Peut-être 60-70%, enfin je donne un chiffre comme ça pour vous donner mon impression. Mais c'est vrai que chez d'autres personnes, le gras a un effet sur la satiété différent et il y a plein de mécanismes en mono qui pourraient potentiellement l'expliquer. Hein. C'est pas quelque chose, c'est pas de la magie, hein. Mais c'est très intéressant de comprendre pourquoi. Moi, ce qui m'amuse souvent, c'est les gens qui sont bloqués ou même qui grossissent. Et là, je leur dis, mais qu'est-ce que vous mangez en noix? Et là, leurs snacks, ce sont des noix. Ils ont dit, mais des noix. Et là, tout d'un coup, pouf, tout change. C'est vraiment assez magnifique. Et on dirait que les gens ne réalisent pas qu'une noix, c'est vraiment extrêmement concentré comme énergie. Et que, que le gras d'une noix, vous mangez le gras d'une noix aura un effet complètement différent si vous mangez le même nombre de grammes en beurre ou en noix de coco, quoi. Oui, donc le profil des gras est important, comme on est en train de l'apprendre que le stearic acid, cet acide gras saturé, a un effet sur les mitochondries qui résistent l'effet de l'insuline. Et donc, on suppose, on présume que augmenter ce gras-là, ce qu'on trouve dans le chocolat, par exemple, ou le beurre, on va en trouver
c'est vrai que c'est peut-être un effet de satiété dû au type de gras, mais on a aussi des effets de satiété qui proviennent de la forme de l'aliment. Donc le beurre, on peut le retrouver, enfin l'acide butyrique, on peut le retrouver dans les produits laitiers, mais l'effet de satiété du beurre par rapport à un fromage pourrait être différent. Oui. Et donc, il y a toutes ces dimensions à prendre en compte, et c'est vrai que c'est compliqué pour la personne qui est non initiée, mais la chose la plus simple à comprendre, c'est que ce qui est différent avec la nutrition comparé à plein d'autres sciences, c'est qu'on peut faire des expériences sur nous-mêmes. Et c'est des expériences très, très valables. Et je pense qu'une fois que les gens comprennent qu'avec un peu d'information et un peu de courage, on va dire, à essayer quelque chose de nouveau sur soi-même, avec un peu de bon sens, bien sûr, on peut vraiment apprendre beaucoup sur nous-mêmes, parce que la science nous dit beaucoup sur les moyennes des populations, mais n'est pas toujours très apte, dans le monde de la nutrition, à nous donner des conseils spécifiques pour l'individu. Et c'est là où il faut prendre un peu de responsabilité et s'informer, mais aussi voir comment les choses réagissent avec nous-mêmes. Maintenant que tu amènes sur les états intérieurs des gens un petit peu, et en rapport avec les études que tu fais en neurosciences, le régime cétogène semble avoir pour beaucoup de gens un effet un peu, une certaine zénitude qui se développe et a un impact au niveau, souvent on s'aperçoit au niveau des gens qui se sortent doucement de dépression. Comment tu approches ça, cette zénitude? Quel est l'impact du régime cétogène au niveau nerveux, au niveau psychique? Qu'est-ce que tu leur... Oui, alors le régime cétogène induit des changements dans des niveaux d'hormones, induit des changements, par exemple, dans l'hippocampe du cerveau, le centre de mémoire. Il induit plein de changements. Il induit des changements dans le microbiote. Donc, il n'y a certainement pas un manque de mécanismes potentiels à explorer. Pourquoi certaines personnes voient un changement dans leur niveau d'anxiété, dans leur peut-être la quantité de temps qu'ils passent à ruminer sur certaines choses, peut-être qu'ils sont dépressifs et maintenant on est plus aussi, on voit les choses de manière différente, un peu plus positive. Tous ces anecdotes doivent être quand même expliquées, parce que ça mérite une explication. C'est quelque chose qui est... Enfin, il y a certaines personnes qui font un régime cétogène, peut-être partent en vacances, arrêtent de manger céto, et leur dépression, elle revient. Et ils font ça 2-3 fois. Oui. Et là, c'est clair, c'est le régime qui a un effet, c'est pas les 40 autres choses qui auraient pu l'expliquer. Donc, je pense que c'est quelque chose que les psychiatres doivent commencer à prendre beaucoup plus au sérieux. Et ils vont trouver, je pense, beaucoup d'outils avec le régime cétogène pour traiter différents problèmes comme la dépression et aussi les problèmes d'anxiété, les problèmes de niveau inflammation cérébrale, qui sont potentiellement la racine de différents phénomènes au niveau du cerveau, parce que la moitié, on va dire une grande partie, pour être un peu plus vague, de notre cerveau est composée de cellules du système immunitaire, comme les microglia. Donc c'est quand même un organe qui est fortement, qui répond fortement à ce qui se passe dans la périphérie par rapport à où il est. Donc il est en train de regarder ce qui se passe dans le sang. On a ces petites entrées dans le cerveau qui permettent à notre cerveau de regarder ce qu'il y a dans le sang, parce que notre cerveau est quand même séparé de notre système sanguin, puisqu'on ne veut pas que tout ce qu'il y a dans le sang rentre dans le cerveau qui pourrait l'infecter ou autre chose. Donc l'entrée du sang est vraiment contrôlée de manière très rigoureuse. Et c'est là où les changements au niveau de la microbiote, par exemple, d'un régime un régime cétogène va pouvoir changer le taux de gamma-glutamyl peptidase. C'est un acide aminé qui circule dans notre sang et qui va pouvoir ensuite changer le ratio de GABA à glutamate dans notre cerveau, qui est un ratio calmant ou excitant pour le cerveau. C'est-à-dire que le cerveau va être plus actif ou moins actif en fonction du ratio GABA-glutamate. Ce sont des neurotransmitters au niveau de notre cerveau qui est crucial pour cet effet-là. Donc, il n'y a pas un manque de mécanismes. En plus de réduire l'inflammation systémique, on a un impact, en fin de compte, sur que des gens comme toi qui faites de la recherche, voyez sur ce qu'on appelle maintenant l'inflammation cérébrale et ses répercussions sur les différents états psychiques selon comment ça affecte les neurotransmetteurs. Oui.
le GABA et pas seulement que le GABA, et les autres, sérotonine, mélatonine. Oui, et ce mécanisme que j'ai cité est un des mécanismes les plus prometteurs pour expliquer pourquoi les diètes cétogènes peuvent avoir des effets tellement positifs sur les épileptiques. Surtout des épileptiques qui ne sont plus capables de gérer leurs conditions avec des médicaments et donc doivent faire recours à une diète cétogène qui a non seulement ses effets positifs pour leur épilepsie, mais probablement qui affecte de manière positive leurs lipides, par exemple, ou leurs marqueurs inflammatoires qui peuvent être déréglés par les médicaments qu'ils prenaient. Donc, c'est vraiment une solution pour plein de personnes très, très importantes dans le monde de l'épilepsie et dont on est en train de découvrir pour la dépression, aussi pour ce qui est du bipolaire et de la schizophrénie. On n'a pas d'études là-dessus. On a plein de médecins qui commencent à collectionner ces cas qui ne peuvent pas expliquer parce que ce n'est pas les médicaments, ce n'est pas une autre thérapie, c'est vraiment ou le jeûne ou la diète cétogène. Les deux produisent des cétones dans le sang. Donc maintenant, c'est à expliquer et voyons voir si on peut l'amener à des millions de personnes ou si c'est quelque chose qui va rester comme l'épilepsie pendant plusieurs décennies, réservé à quelques hôpitaux en Amérique, à Johns Hopkins, et finalement maintenant c'est en train d'être plus connu partout dans le monde que la diète cétogène peut aider l'épilepsie. Est-ce qu'on va avoir un changement plus rapide pour les maladies comme la schizophrénie, le bipolaire et la dépression? Ça, c'est ma question et j'espère faire ma part pour que ça avance un peu plus vite. En parlant de dépression, si tu me permets d'aller sur une tangente au niveau des neurosciences, on entend de plus en plus parler d'approches qui reviennent, où il y avait beaucoup d'études qui étaient faites dans les années 60 particulièrement, sur ce qu'on appelle les psychédéliques, c'est-à-dire la médecine psychédélique. Bon, en Angleterre, ils travaillent là-dessus. Aux États-Unis, il y a de plus en plus d'études qui commencent à être autorisées. Est-ce que tu pourrais nous donner un avant-goût vers quoi on s'en va dans l'utilisation de microdosing ou bon, on va dire le grand mot, le LSD ou la psilocybine? Est-ce qu'il y a des choses qui se font qui pour nous, un peu novices dans ces approches, parce qu'on en entend très peu parler en français? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire dans ces approches novatrices? Alors, la psilocybine, la psilocine sont les deux éléments actifs, les deux éléments biologiques actifs dans les champignons hallucinogènes. Et c'est une molécule c'est deux molécules, on va dire juste pour faire simple, la psilocybine. Cette molécule est vraiment très intéressante pour les chercheurs dans ce milieu-là, donc ce qui est de la santé mentale, parce que la vérité est que les autres options, elles sont assez nulles, pour être parfaitement franc. On n'a vraiment pas de bons outils pour comprendre comment les différentes parties du cerveau se parlent, qu'est-ce qui fait qu'on a une conscience, comment est-ce qu'elle fonctionne pour nous donner la conscience, pourquoi est-ce qu'on a l'impression d'être quand on est dépressif, on dit qu'on rumine sur le passé, quand on est anxieux, on rumine sur le futur. Pourquoi notre cerveau a ces tendances? Pourquoi se bloque-t-il dans un mode, pas dans un autre? Essentiellement, pour être un peu vulgaire, la psilocybine, ça jette une petite grenade dans ces circuits qui sont trop engrainés, qui n'ont plus cette flexibilité, ce niveau de changement psychologique qui permet de déconnecter, de relativiser, de commencer à prendre de la perspective. Souvent, on est trop bloqué. La psilocybine vraiment peut nous aider à revoir les choses d'une nouvelle manière. Alors, c'est un peu, au niveau langage, c'est un peu compliqué parce qu'on est en train de parler de structure dans le cerveau et d'effets subjectifs personnels par rapport à notre psychologie. Donc, j'utilise un langage qui est un peu un mélange de métaphores, mais aussi de mécanismes, parce qu'il y a vraiment des parties du cerveau qui se parlent et il y a ce qu'on appelle de la cohérence entre les ondes du cerveau, different waves, qui ont différentes formes. Et différentes vagues au niveau cérébral, c'est des impulsions électriques
qui change, c'est de la circulation sanguine qui change, et c'est ce qu'on appelle de la connectivity, de la connectivité au niveau cérébral. Et la psilocybine change comment on dit, les patterns de connectivité. Les modèles de connectivité dans le cerveau. Voilà, donc on voit une décohérence momentanée entre, par exemple, le frontal lobe et d'autres parties du cerveau quand les gens sont sous l'effet de la psilocybine, ce qui pourrait expliquer, par exemple, toute la subjectivité qu'on voit sous l'influence de ce produit, où on a une association libre d'idées plus forte. Ça veut dire qu'on va voir des animaux ou des personnes dans des formes d'objets plus facilement. On va connecter différentes idées qui sont peut-être bizarres à connecter en temps normal quand on n'est pas sous l'effet de ces médicaments ou ces drogues ou ces thérapies. Et ça serait vraiment l'essence de la chose. Ça viendrait par rapport à cette capacité de changer la connectivité de ce qu'on appelle le Default Mode Network. Cette connectivité qui nous donne cette conscience basique d'être nous-mêmes, d'être dans des modes où on réfléchit qui nous est familier. Et cette déconnexion temporaire pourrait être au centre de l'effet thérapeutique des champignons hallucinogènes. Alors, ça touche à la dépression, ça touche à l'anxiété, ça touche même à ce qu'on appelle des traumas que le corps, métaphoriquement ou littéralement, je ne sais pas, semble garder en lui et ne peut pas confronter dans un temps normal. On ne sait pas pourquoi. Il y a un syndrome post-traumatique. Voilà, donc les syndromes post-traumatiques. De violence qu'on peut avoir subi physiquement, psychologiquement. Je suis en contact avec des gens aux États-Unis qui ont combiné la psilocybine avec le lion's mane, qui est un champignon. Et ce qu'ils en parlent, c'est que, comme Post-Amet s'en parle, on parle de neuroplasticité, d'une restauration de neuroplasticité. Alors, j'en ai qui sont sur le spectre au niveau Alzheimer qui reviennent, ça les aide beaucoup. Et d'autres, suite à des traumatismes, justement, comme tu le mentionnais, que l'utilisation du lion's mane, excuse-moi, je ne me rappelle pas le nom en français, les récénomes. Ce champignon, oui. Cet autre champignon. L'écurie qui est un champignon vraiment médicinal, il n'y a pas de problème de drogue ou légal avec ça. Mais certaines juridictions maintenant aux États-Unis reviennent vers la légalisation de la psilocybine et l'association de ces deux thérapies ensemble produisent des résultats intéressants. Est-ce que tu as eu des contacts avec des gens là-bas, toi ou Alors, personnellement, je ne suis pas lié, je n'ai pas de contact avec les gens de Johns Hopkins ou autre part, par exemple, qui ont fait les études sur la dépression dans des études cliniques, mais je suis vraiment un grand fan de Robin Carhart Harris et David Nutt, qui sont de l'université à Imperial à Londres et qui mènent les études non seulement avec la psilocybine, mais aussi le MDMA, ce qui est communément connu comme l'ecstasy, mais c'est un produit pur et contrôlé. Donc, ils travaillent avec des substances qui sont ou ce qu'on appelle des empathogens, comme la MDMA, qui n'est pas vraiment psychédélique, mais qui a des effets quand même subjectifs, on va dire, quand même psychotropes d'une certaine nature, et la psilocybine. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces molécules-là sont complètement différentes des anxiolytiques, antidépresseurs, ce genre de pharmacologie que les psychiatres retrouvent dans leur métier. Ils ont des fonctions au niveau cellulaire qui sont assez différents. Ils ont des effets au niveau de la circulation sanguine. Il y a plein de choses qui ne sont pas comprises dans la pharmacologie commune. Donc, c'est pour ça qu'il y a une grande peur qui les entoure. Mais je pense qu'il ne faut jamais oublier qu'il n'y en a jamais eu de mort de la psilocybine ou d'un champignon hallucinogène. Pour ce qui est du MDMA, c'est un peu différent. Les effets neurotoxiques ont été exagérés et il y a eu de la fraude même dans ces études, mais c'est quand même un produit qui a un coût un peu, on va dire, au niveau énergétique, au niveau de la sérotonine qui est un peu plus important, mais que quand il est utilisé avec un psychiatre
et dans des doses bien ajustées au poids de la personne en fonction de leur niveau d'expérience, c'est vraiment pas un produit particulièrement dangereux ni rien. Donc, je pense que ça en revient à un usage responsable et avec quelqu'un qui a la capacité de vous faire intégrer cette éducation émotionnelle. Il y a des nouvelles directions que dans les utilisations en psychiatrie ou qui sont en route déjà en Angleterre, aux États-Unis. Est-ce que tu penses qu'éventuellement on verra ça dans quelques années apparaître en France comme voie de traitement? Alors moi, je ne suis pas particulièrement bien informé sur la politique française, donc il y a énormément qui tient à ça. Ouais. Mais pour ce qui est on a tendance, c'est vrai qu'en Europe, on a tendance à suivre ce qui se passe en Amérique. On est toujours un peu en arrière au niveau médical, dans ce qui est des nouvelles avancées particulièrement. Mais je pense que si l'Amérique commence à mener, c'est-à-dire que ça devient non seulement légal à Denver, de la ville du Colorado, mais dans le Colorado et ensuite dans d'autres États et ainsi de suite, un peu comme on l'a vu avec le cannabis. Ouais. C'est vrai que là, on aura des traitements qui sont tellement plus efficaces de ce qui existe déjà. Oui. Alors, c'est pas seulement les molécules, c'est les molécules données avec un suivi psychiatrique. Hein. Il faut bien le préciser, c'est une intervention complète. Ça a l'air d'être beaucoup plus prometteur, avec beaucoup moins d'effets secondaires que les drogues classiques qu'on a vues maintenant, ce qu'on appelle les classical and atypical antipsychotics. Voilà. Moi, où je trouve ça intéressant, c'est que j'ai été en contact avec des gens aux États-Unis qui sont en cétose nutritionnelle et qui ont rajouté, comment dire en anglais, stack ces deux champignons et ils disent que les résultats sont très, très, très rapides. Si les gens sont déjà en cétose, les améliorations particulièrement là, on ne parle pas au niveau psychiatrique, mais sur Alzheimer, sont assez intéressantes. Je ne sais pas si tu as lu sur ce genre de cas, si tu as eu des anecdotes là-dessus. Alors, pour ce qui est de l'Alzheimer et la cétose spécifiquement, il y a le livre de Amy Berger qui fait un très bon résumé un peu de l'Alzheimer et de cette erreur qu'on a fait à penser que c'était une maladie de l'accumulation de tangles essentiellement. Voilà, les plaques amyloïdes, c'est pas vraiment une maladie qui est due à ça. C'est une caractéristique de la maladie, mais c'est pas la cause. C'est des fois appelé le diabète de type 3, l'Alzheimer. Oui. Et donc là, on peut peut-être comprendre pourquoi la cétose serait potentiellement intéressant pour gérer cette maladie, gérer l'Alzheimer, peut-être même retrouver des capacités cognitives parce que le diabète, la cétose traite très très bien le diabète de type 2 et de type 1. Parce que en fait, quand on appelle le diabète de type 3, là on parle avec l'âge, on a la résistance au glucose augmente. On perd un peu de l'efficacité de l'utilisation du glucose au niveau cérébral. Donc là, voilà, c'est ce hypometabolism. Ouais, alors que là, le BHB peut vraiment devenir un fuel pour le cerveau et on voit les gens remonter comme des petites lampes. Oui. Alors ça, c'est vraiment un mécanisme extrêmement intéressant qu'on pense avoir trouvé pour expliquer pourquoi les diètes cétogènes ou le jeûne peut avoir des effets vraiment très, très immédiats sur la performance cognitive d'une personne atteinte d'Alzheimer, parce que le cerveau est extrêmement sensible au taux de sucre. Oui. C'est pour ça qu'on a cette néoglucogénèse qui est produite, donc la création de sucre qui peut être transporté dans le sang et amené au cerveau. On le fait dans notre foie, notre intestin en fait une partie, même nos reins créent leur propre sucre et peuvent l'envoyer au cerveau pour ensuite qu'il ait toujours assez à manger. Parce qu'il y a certaines parties de notre cerveau qui a besoin de sucre et qui ne peut pas utiliser les corps cétoniques, qui ne peut pas utiliser des acides gras. Notre cerveau doit utiliser pour une certaine quantité, il y a à peu près 60% qui doit venir, 40% qui doit venir de glucose, à peu près 30 à 40%. Le reste, c'est des corps cétoniques, des acides gras et de l'acide lactique surtout. Voilà, donc si le cerveau est en manque de sucre, c'est très grave. Et c'est là où, justement, de lui donner une alternative, un autre fuel
qui va vraiment pouvoir être absorbé par la cellule qui n'arrive pas à absorber le sucre pour une raison ou pour une autre, ça on peut revenir dessus. Là, on va subvenir à une déficience énergétique et immédiatement, on pourra avoir, alors, immédiatement, sur quelques heures, on pourra avoir des changements au niveau de la mémoire, au niveau de l'humeur, au niveau de la capacité mathématique. Enfin, c'est vraiment intéressant de parler à ces personnes-là, comme tu l'auras sûrement fait, Gilbert, de savoir comme ça, c'est comme allumer, éteindre la lumière. L'effet est vraiment, donc espérons que plus en plus d'études vont commencer à être menées sur l'Alzheimer. Je pense que c'est très prometteur pour les diètes cétogènes. Et surtout, une fois qu'on sait que la diète peut avoir un effet, ça ne va pas guérir tout le monde, hein, mais dès qu'on sait que ça peut avoir un effet important, qu'est-ce que ça va nous donner comme indice par rapport aux prochaines étapes pharmacologiques? Maintenant, si on sait qu'une diète cétogène peut faire ça, peut-être qu'on va trouver une molécule qui pourra être encore plus utile que la diète cétogène tout seul, parce qu'elle va, par exemple, aider la cellule à absorber ses électrons à travers le complexe 2, pas le complexe 1. Comme plein de maladies sont des problèmes de complexe 1 dans les mitochondries. Donc, pour faire simple, c'est en gros le moteur de la cellule. Le fuel peut rentrer, il y a différentes entrées, 2-3 différentes entrées. Et si on a un problème avec l'entrée 1, eh ben, on peut passer par l'entrée 2. Et c'est essentiellement l'avantage du BHB. Donc, peut-être qu'on fera une diète cétogène et on prendra une pilule avec une grande concentration de BHB. Et là, on aura des résultats encore mieux. Enfin, je spécule un peu, mais c'est un peu ça l'idée, quoi. Voilà, ça va être les corps cétoniques, ça va être les choses qui affectent le métabolisme, en fait, qui jouent sur cet aspect de métabolisme et qui reconnaît vraiment la cause des problèmes dans la maladie et qui ne se focalise pas sur les tau tangles, les beta amyloid plaques, parce que ça nous mène nulle part. On a dépensé des milliards et des centaines de milliards de dollars dessus et les gens ne sont pas aidés par ces drogues. C'est triste. Et ça, c'est intéressant d'avoir ton point de vue parce que tu fais de la recherche dans ce domaine-là. Au niveau des neurosciences, sur les travaux. Ça t'amène à toucher tous ces aspects. Tu as une vision panoramique. Souvent, les gens, ils sont dans un petit truc comme ça, mais là, tes relations à travers le monde te mettent en contact avec d'autres chercheurs. Et c'est intéressant parce qu'en même temps, tu fais toi aussi du coaching, mais tu es à la pointe de la recherche. Là. Tout à l'heure, on parlait d'autres gens qui étaient en contact, comme Mickey Bendor, au niveau des protéines, au niveau de l'historique. Ce serait intéressant de faire une autre session où on va parler de l'évolution de l'espèce humaine, de notre système digestif, de ce que nos ancêtres, maintenant, ce qu'on s'aperçoit au niveau des résidus d'isotopes dans les dents, dans les ossatures, de façon à pouvoir mettre un peu les Français à la page. Il y a un bouquin qui existe en français, le mythe végétarien. Après, à part ça, il n'y a quasiment rien. Personne n'en parle. Donc ça, ce serait vraiment une idée pour toi et moi de faire un deuxième interview, aller vers les travaux de Mickey Bendor. À partir de là, l'approche aussi de Stéphane Cunan, qui est très intéressante. Donc ça, c'est avec plaisir. Ouais, ça serait vraiment, vraiment chouette. Maintenant, un des aspects, tu es quand même un bonhomme qui s'entraîne. Tu fais du coaching avec des athlètes de haut niveau. Les gars les athlètes là, qui sont… Moi, je n'irais pas prétendre coacher des gens qui s'entraînent parce que je ne m'entraîne pas. Donc, put your money where your mouth is. Donc, je ne m'entraîne pas, je peux vous aider, mais pour des gens comme toi qui s'entraînent régulièrement, on te voit dans tes exercices, juste à te regarder, ça me fatigue. Comment les gens peuvent te rejoindre? Est-ce que tu es disponible pour certains athlètes? Et si oui, comment ils peuvent te contacter? Oui, alors ils peuvent me contacter par email, c'est raphaël@nutrita.app. Donc Raphaël avec un PH, c'est pas le Raphaël espagnol. Et donc ils peuvent m'envoyer un email, me demander des conseils pour le coaching. Donc c'est pas une
la divulgation d'informations scientifiques et les personnes peuvent donc me dire bon, moi je m'entraîne de telle façon, à quoi je peux m'attendre, qu'est-ce qui vaut le coup d'expérimenter, tout ça. Donc moi je peux très bien les informer sur ce sujet-là. Donc je suis pas un athlète professionnel du tout. Moi je fais ça comme amateur, mais c'est vrai que je suis très passionné de différentes activités sportives, que ce soit le CrossFit, l'haltérophilie, un peu de gym, aussi de la course à pied, du trail en montagne, ce qui est beaucoup plus sympa à l'air libre. Et quand j'ai le temps en été, même du barefoot, quand je descends à la rivière, faire de la natation. Donc toutes ces choses-là, moi j'adore et j'utilise un peu la salle de sport comme un garage. C'est pas vraiment le but c'est pas d'aller à la salle de sport, mais c'est juste que la salle de sport me permet d'avoir des outils plus appropriés à ce que je veux faire et ensuite me sentir bien quand je suis dehors dans la nature à profiter de tout ça. Donc les gens peuvent me contacter. Je donnerai ma perspective, que ça soit sur la nutrition, que ça soit sur le sommeil, qui est très important pour la récupération. On peut parler effectivement de techniques de méditation si on n'arrive pas à déstresser et dormir. Effectivement, le sommeil, ça peut avoir un impact sur notre masse musculaire. Donc, il y a, encore une fois, comme tu dis, il faut avoir une vue large de la santé pour comprendre ces problématiques de sportifs ou de gens avec des pathologies pour vraiment leur donner une opinion informée et pas trop restreinte. Oui. Je pense que c'est important surtout d'avoir cette vue sur l'évolution de l'homme au cours du temps, comprendre d'où on vient, qu'est-ce qu'on a consommé, quels étaient nos environnements, quelles choses nous font réagir du point de vue émotionnel, et ça affecte notre bien-être au jour le jour. Donc, la nutrition, c'est notre première on va dire, niveau d'expertise. Mais après, s'ils font une consultation avec moi, qui va autour. Voilà, il faut voir ça comme un ensemble. Ouais. En parlant d'art de vivre, un truc qu'on n'a pas du tout touché, les infrarouges, le sauna infrarouge. Est-ce que tu l'utilises dans ton univers? Alors moi, je n'ai jamais testé le sauna infrarouge. J'aimerais beaucoup tester. Mon cofondateur, Edouard, qui a cofondé Nutrita avec moi, est un grand fan du sauna infrarouge. Il l'utilise pour son sommeil, je pense qu'il a aussi dit, c'est vraiment se sentir un peu plus vital, cette sensation d'énergie, de pouvoir aller faire les choses, de prendre l'initiative. Lui, il m'a dit que ça fait une différence pour lui. Alors, j'ai pas regardé beaucoup d'études dessus, je dois avouer, mais c'est vrai que dans le principe, les ondes d'une certaine fréquence peuvent impacter les mitochondries, ça c'est certain. Après, quels sont les effets cliniques? Je pense qu'ils sont assez nouveaux. On n'a pas vraiment de confirmation sur des grands numéros, on n'a pas des appareils qui sont même standardisés de manière à ce que les études peuvent encore être reproduites de manière importante, mais je pense pas qu'il y a certainement un danger particulier pour l'essayer dans l'utilisation. Et moi, c'est quelque chose que je vais essayer je vais essayer d'en trouver un comme ça qui traîne, ou je vais en voler un à mon ami et je vais l'essayer. Bon, d'accord. Ça, ce sera peut-être quelque chose éventuellement que tu Voilà. viennes là-dessus, ce serait intéressant. Ouais. Un petit côté ici, là, le mot français ne me vient pas, cold thermogenesis. Le froid. Oui, le froid. Le froid. Le froid, c'est toute une expérience. Donc, le froid, on veut dire des douches froides, des bains froids, nager dans une rivière gelée en été. Alors, pourquoi faire ça? Qu'est-ce que ça a à voir avec la santé? Eh ben, tout bêtement, la température affecte les organismes biologiques. Donc, je pense que ça, tout le monde le sait. On l'a appris à l'école, que la plante, elle pousse quand il y a le soleil. Enfin, il faut pas qu'il fasse trop froid, sinon, bon, tout le monde le comprend. Mais quand ça vient aux humains, on l'a un peu oublié. Et ce qui est plutôt cool, c'est qu'en s'exposant au froid d'une manière intelligente, on peut induire une réponse biologique qui nous permet d'adapter notre système immunitaire aux pathogènes, donc à toutes ces bactéries qui seraient bien contentes que notre température corporelle baisse juste un tout petit peu pour que nos enzymes ne marchent pas trop bien et elles puissent nous infecter, et ainsi de suite. Donc s'exposer au froid, c'est
donner la capacité au corps de autoréguler sa température, de maintenir l'activité des enzymes et des nido-hormonaux, etc. Et donc de protéger son système, d'avoir un système immunitaire qui nous protège des pathogènes qu'on a dans notre environnement. Je peux sentir que tu pourrais élaborer longuement sur ce sujet. Ce sera Oui. ce sera peut-être un podcast juste là-dessus. Mais je vais vous donner juste une petite, des données sur les diabétiques qui sont vraiment, pour moi, j'avoue que c'était choquant. Après 14 jours d'exposition au froid, c'est-à-dire que c'est des gens qui marchaient dehors quand il faisait peut-être 15 degrés, donc même pas particulièrement gelé ni rien, c'était même pas un bain froid ou quoi que ce soit. C'était juste des gens qui s'étaient exposés au froid, qui n'avaient pas leur veste, qui étaient dans une salle avec un t-shirt à 14-15 degrés pendant à peu près 10 jours à 2 semaines, il me semble, l'étude elle a été faite. Et ces diabétiques-là ont vu une augmentation de leur sensibilité à l'insuline. C'est-à-dire que la cause majeure, on va dire le symptôme majeur de leur condition, cette insulino-résistance pathologique, cette élévation de sucre dans le sang, cette incapacité d'absorber le sucre et de garder un taux correct dans le sang, ça a été amélioré fortement autour de, il me semble, à peu près 25% d'amélioration de sensibilité à l'insuline. Il y a différents mécanismes pour l'expliquer. Effectivement, je pourrais aller longuement là-dessus, mais c'est suffisamment intéressant pour moi d'avoir décidé d'incorporer ça dans mon style de vie, de la même manière que je ne vais pas regarder mon téléphone jusqu'à 3 heures du matin dans mon lit. Je sais que c'est pas bien pour moi, ça va impacter mon sommeil. Et pour moi, l'exposition au froid, c'est-à-dire de peut-être prendre une douche froide une fois par jour, ou de sortir peut-être sans la veste quand il fait un peu plus froid. Je ne rejette plus le froid comme on peut tous le faire. Ça a d'énormes bénéfices physiologiques et je dirais même psychologiques par rapport à cette capacité à être dans des environnements un peu hostiles et juste être à l'aise, en fait. C'est plutôt sympa. Du froid un allié thérapeutique ou un allié psychologique, quoi. On le perçoit plutôt comme un ennemi. Et c'est sympa de moins avoir de rhume, moins avoir la crève. Ça, c'est sympa aussi. Donc, je pense que juste sur ce point de vue, ça vaudrait le coup de commencer à faire des douches froides, peut-être. Souvent, j'en suggère aux gens. Dernière question. Pour en revenir, juste faire un quick recap sur ce que peut offrir l'application NutriApp et en relation, est-ce qu'elle est facile d'utilisation, est-ce qu'elle coûte cher sur Internet pour les gens de s'inscrire dessus, comment ça fonctionne pour les gens qui voudraient l'utiliser? D'accord. Alors, si vous voulez utiliser notre application, elle s'appelle Nutrita Pro, Nutrita Pro, et il faut aller sur nutrita.app, donc app c'est comme application AWP, et là vous pouvez vous inscrire, vous pouvez l'utiliser pendant une semaine gratos sans mettre votre carte de crédit, et après une semaine, si vous voulez continuer à l'utiliser, hop, vous pouvez la mettre, c'est $9 par mois ou $89 pour l'année. Donc, c'est dépendant de nos priorités, ça peut être plutôt intéressant. Et l'application, essentiellement, elle suggère aux gens elle les aide et elle suggère aux gens de ne pas manger les mauvaises huiles végétales, les farines qui font grossir et les sucres qui font grossir aussi. Ensuite, on propose des régimes qui sont plutôt low carb, donc c'était entre la cétose et le low carb principalement. Après, les gens peuvent ajuster. Ils auront des buts protéiques à respecter. Ils auront des limites sur les glucides ensuite à respecter. Donc, c'est des protein targets et des carb limits qui seront suggérés en fonction du but, que ce soit la perte de poids, le gain de masse musculaire, ce genre de choses-là. Et ils pourront un peu l'ajuster s'ils trouvent que, bon, moi, j'arrive pas à manger tant de protéines que ça, il faut que je le baisse un peu. Donc, c'est quand même un outil qui a une bonne modularité. Donc, ensuite, on propose énormément de recettes, que ce soit pour le petit-déj, que ce soit pour le dîner. Enfin, honnêtement, on en a plein.
Et ensuite, vous pouvez voir très bientôt, là, dans la semaine prochaine, on va sortir une mise à jour où vous pourrez voir effectivement votre taux de micronutrition et lesquels vous êtes probablement le plus en manque. Et on va vous suggérer des aliments que vous pouvez inclure dans vos repas pour augmenter, par exemple, si vous manquez un peu de vitamine C, on va vous suggérer des bonnes sources, ce genre de choses-là. Donc, on essaye de rendre la chose vraiment plus simple pour vous. Vous aurez des buts sur les glucides, sur les protéines. On vous évite de manger des bêtises. Vous pourrez suivre votre micronutrition si vous le souhaitez. Donc, ça, je pense que c'est pas mal pour les gens qui sont intéressés pour vraiment du point de vue qualitatif de leur diète. Et ensuite, s'ils veulent faire un jeûne intermittent pour les aider à rentrer dans une routine où ils ne sont pas constamment en train de grignoter, on a un fasting timer aussi qui vous permet de un peu vous gérer en fonction de votre emploi du temps. Et bien sûr, vous créez vos recettes, vous sauvegardez vos recettes, vous nous dites ce que vous mangez et nous, on vous donne vraiment des conseils adaptés à vos buts. Donc, c'est un peu l'idée. Quelque chose que j'ai souvent vu dans le milieu francophone particulièrement, c'est de skipper le petit déjeuner. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est que tous mes clients en général, ils ont déjà été avec Fong et tout ça, et ils étaient bloqués. Et je leur dis, ben non, recommencez à prendre un petit déjeuner solide le matin, là où vous avez votre cortisol, votre digestion est vraiment la plus efficace. Et ça aura un impact sur la glycémie postprandiale sur le reste de la journée. Est-ce que tu pourrais élaborer là-dessus l'impact du petit déjeuner sur la glycémie postprandiale? Donc, le matin, c'est le moment où nos muscles sont plus sensibles au sucre. C'est-à-dire ils ont besoin de moins d'insuline pour absorber les sucres. C'est souvent pour ça qu'on dit que si on va manger quelque chose de sucré pendant la journée, plutôt de le faire le matin. Il y a des raisons par rapport au niveau comportemental. Pour certaines personnes, ensuite, ils ont faim toute la journée, donc il ne faudrait pas le faire dans ce cas-là. Mais du point de vue purement physiologique, c'est vrai que le matin est mieux si on va manger des glucides. C'est vrai, et on peut manger un bon déjeuner et ça peut nous aider à recommencer à perdre du poids si avant, on mangeait pas le matin, on avait faim, et ensuite on mange trop à notre premier repas. Donc c'est vrai que dans ce cas-ci, c'est mieux de juste manger le matin quand on a faim. Mais bien sûr, il faut manger les bonnes choses. Donc si vous avez mangé des sucres, plutôt le matin que le soir. Et si vous mangez des sucres, dans tous les cas, peu importe l'heure de la journée, de les manger après la viande et les légumes, on va dire. Moi, ça, c'est important. J'amène les gens à commencer leur petit déjeuner, comme on fait en Amérique du Nord, old fashion, avec des œufs, de la poitrine fumée ou d'autres viandes pour les accompagner, de faire souvent le repas principal le matin. Et là, tout d'un coup, pouf, le corps se remet dans un autre mode. Ils n'ont pas faim durant le reste de la journée. Je leur dis, non, il faut manger. Oui, mais je n'ai pas faim. Non, non. Si tu manges un petit déjeuner solide, il y a des bonnes chances que tu n'auras même pas faim. Et que là, il faut qu'ils mangent soit à midi ou dans… J'essaie de les ramener sur… tu parlais du jeûne intermittent tout à l'heure. Sur des fenêtres de jeûne intermittent, qu'est-ce que tu en penses du jeûne intermittent et quand est-ce que toi, comment tu amènes les gens sur le jeûne intermittent? Alors, le jeûne intermittent, c'est en fait le résultat d'une diète qui marche bien. Parce que quand on mange des choses saines et on a une vie saine, on va automatiquement pas avoir faim chaque 2-3 heures. Donc, le jeûne intermittent est un résultat, si vous voulez, d'avoir fait les bons choix au niveau alimentaire. Pour les personnes qui cherchent à perdre du poids, le jeûne intermittent, c'est super important parce que c'est vraiment très puissant pour ce qui est baisser l'insuline, baisser l'inflammation, permettre l'oxydation des gras, ce qui nous coupe l'appétit quand on a accès à notre gras et on peut s'en servir. Le jeûne intermittent, c'est super important. Donc, d'essayer de passer à 3 repas par jour. Alors, initialement, c'est 3-4 repas plus les gourmandises. Donc, en commençant, on va essayer de passer à 3 repas sans gourmandise. Ensuite, après les 3 repas, peut-être 2 repas et une gourmandise. Ensuite, peut-être juste 2 repas. Ça serait parfaitement normal pour la plupart des personnes. Donc, c'est un peu le but, hein, peu importe la diète qu'on suit. Donc, je pense que justement, de ne pas manger constamment, c'est très, très, très important. Parce qu'en réduisant l'insuline, on permet la lipolyse, on permet aux adipocytes de relâcher
Si tu pourrais Ouais. élaborer un petit peu sur ce phénomène que peu de gens Oui, alors, se rendent. ouais. Quand on mange, donc disons qu'on mange un repas classique, disons qu'on mange peut-être du chou rouge avec des patates et du poisson. On va faire simple. Ben, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que euh, les glucides provenant de la patate va stimuler notre pancréas à produire et à envoyer de l'insuline dans le sang. Cette insuline va arriver en contact avec notre tissu adipeux et ce tissu adipeux va prendre le glucose et va commencer à ou le stocker ou en faire du gras. Enfin, il y a différentes choses qui peuvent se passer. Donc, cette insuline au niveau du tissu adipeux est très important pour permettre au tissu adipeux de arrêter de stocker et commencer à relâcher. Donc, il faut que l'insuline, elle vient, elle fait son boulot, mais il faut qu'elle reparte. Et si elle reste constamment élevée dans le sang, parce qu'on mange constamment, ou on mange des choses qui la gardent élevée pendant longtemps, comme un croissant ou des baguettes ou des pâtes, enfin, ce genre de choses-là, des bonbons, eh ben, on aura du mal à relâcher du gras, donc à faire de la lipolyse, relâcher du gras dans le sang et à aller nourrir tous nos organes et donc nous permettre à notre corps de se nourrir. Donc si notre tissu adipeux ne partage pas, on a faim. Donc, avec le style de vie cétogène, en fait, on amène une normalisation vers le bas de l'insuline, ce qui nous permet, en fait, d'avoir au corps d'avoir accès à nos réserves lipidiques. Oui, exactement. Parce que les gens pensent toujours le sucre, glucose, mais en bout de ligne, c'est pas autant la glycémie, c'est de la réduction de l'insulinémie qui explique une Absolument. grande partie des phénomènes qu'on va. Oui, c'est très important de le dire parce que c'est la raison pourquoi dans notre app, on a un insulin score. C'est-à-dire qu'on va vous dire les aliments qui pourront probablement élever votre insuline. Et même si vous prenez un appareil pour mesurer le sucre dans votre sang, vous dites, ah ben regardez, j'ai mangé 200 grammes de pâtes, mon sucre stable, c'est bon, pour moi les pâtes c'est bon. Ben, en fait, malheureusement, ce que tu n'as probablement pas mesuré, même certainement pas mesuré, parce que ce n'est pas possible à présent, dehors d'un labo pharmacologique ou d'une clinique, pardon, c'est de mesurer le taux d'insuline. Parce que si tu produis une tonne d'insuline pour garder ces sucres bas, et comme on l'a déjà dit, c'est pas vraiment l'insuline qui devrait faire ça, c'est le glucagon. Ouais. Ben là, il y a un problème parce que tu penses bien faire, mais en fait, tu es en train de te raconter des bêtises parce que l'insuline que tu n'as pas mesurée est en train de causer toutes sortes de problèmes, dont le stockage des gras que tu ne voulais pas. Raphaël, je pense qu'on a touché plein de sujets qui vont donner peut-être des podcasts éventuellement dans le futur plus spécifiques sur chaque thème, parce que je vois que tu as un panorama de connaissances extraordinaire. C'est un peu dur de compresser l'ensemble dans un petit truc comme ça, mais je pense qu'en français, on va pouvoir vraiment s'amuser ensemble pour le bénéfice de tous les gens. Donc, s'il y a des gens qui auraient des questions à te poser ou qui aimeraient que je te pose dans le futur, s'ils peuvent m'écrire, alors gomer, gmail.com. Vous pouvez le faire et ça, on va essayer de prendre en considération pour segmenter un peu tout ce qu'on a touché là. C'est vraiment magnifique. Moi, écoute, je ne sais pas comment te remercier, c'est extraordinaire. C'est mon plaisir. Le livre de Amy Berger, je pense qu'il existe en français, non? Alors, j'en doute parce qu'elle ne parle pas français. C'est The Alzheimer's Antidote. Alors, s'il est en français, je ne suis pas au courant. Ce serait une D'accord, très bonne chose. je vais vérifier, il me semblait, mais bon, peut-être pas. Mais quand même, c'est quelque chose que les gens, ceux qui lisent l'anglais, devraient lire ce livre. C'est vraiment un des livres au niveau qui est vraiment à la pointe sur les recherches et ce qu'elle présente. Tu peux nous redonner le titre, s'il te plaît? C'est Alzheimer's Antidote, l'antidote à l'Alzheimer. Voilà. Écoute, Raphaël, Rafi, je te remercie beaucoup de cette première interview. Je pense qu'on va relancer ça assez rapidement. Ça va être chouette. J'attends les réactions des gens.
Ouais, je me suis bien amusé, merci. Merci beaucoup. Et il y aura, comme on dit en anglais, several rabbit holes to go. Yeah, Donc, to des go trous de down. lapin qu'on ira explorer certains terriers, parce que là, je pense que tes compétences en français sont difficiles à trouver. Merci. Encore une fois, merci, bonne fin de soirée et merci pour ce temps. Bye. Merci. À la prochaine.